De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Bernard Paquette, bon lundi. Bon lundi à vous deux. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Passez une belle fin de semaine. Regarde comme on parlait tantôt. Oui. Le soleil, la chaleur, ça fait donc bien du bien. Ça amène de l'énergie puis des sourires, hein? Oui, totalement. Totalement, ça me donne espoir que hey, c'est vrai, l'été va revenir. Oui, on va voir. Je pense qu'on va passer un bel été. En tout cas, on va se croiser les doigts, mais ça s'aligne pour bien aller si c'est ça. On croise tout ce qu'on peut croiser. On est prêt à ça. Ce matin, Bernard, on va parler de quelque chose de super important, peut-être qu'on néglige des fois dans nos assurances, c'est de bien choisir et de bien... choisir, mais de bien cerner aussi peut-être le bénéficiaire si jamais il nous arrive quelque chose. Les responsabilités qui vont aussi avec le bénéficiaire. Tu sais, le bénéficiaire, dans le fond, souvent, c'est la raison du pourquoi qu'on prend une assurance. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, on l'a déjà mentionné, ça, de prendre une assurance vie invalidité sur un achat. Par exemple, sur ma maison, je vais être obligé de l'assurer en assurance générale, fait que responsabilité, puis feu, etc. Mais l'assurance vie invalidité, on le fait pour bonne conscience, pour pas laisser notre problème puis notre fardeau financier à une autre génération. D'accord? Fait que ça, à la base, le bénéficiaire, on veut l'épargner avec ça, avec l'assurance vie. Mais ça sert à quoi un bénéficiaire? Puis c'est quoi le rôle de ces bénéficiaires-là? Puis également, on va parler beaucoup du danger ou qu'est-ce qu'on doit réfléchir lorsqu'on nomme un bénéficiaire mineur aussi, ce qui arrive très souvent. Mettons, moi, si je décède, je veux que ma partie de maison, ce soit mes enfants qui l'aillent. Tu sais, à la base, ça, on prend, mettons, une assurance que vous avez prise à même l'institution financière. Ça, rendu là, on n'a pas de choix de bénéficiaire. Si vous l'avez pris avec l'institution qui vous a fait le prêt, c'est eux les bénéficiaires. Donc, si jamais il y a un décès, ils se payent. Exactement. Ouais. Puis même affaire en invalidité, dans le fond, ils se font leur paiement si jamais on est invalide. Okay. Mais lorsqu'on a une assurance au privé, on nomme quelqu'un. Et cette personne-là, dans le fond, va être bénéficiaire du montant, ne sera pas nécessairement le bénéficiaire ou n'aura pas nécessairement l'obligation de payer cette dette-là. Ce qui est important, justement, c'est de le valider. Donc, les bénéficiaires des assurances et le testament, ça doit être lié. Puis quand je dis lié, dans le fond, je veux pas que mes produits d'assurance passent par le testament, par la succession. Parce qu'un des avantages premiers d'avoir un bénéficiaire sur une assurance vie personnelle, c'est que ça s'en va directement dans les mains de la personne que j'ai nommée. Au lieu, moi, j'ai pas passé par là encore, mais une succession, ça peut être très long et très pénible. Ça peut prendre plusieurs mois, puis parfois quelques années avant que tout se règle. Oui. Et tant que c'est pas réglé, l'argent est immobilisé et je l'ai là. Écoute, des histoires d'horreur, des fois, quand tu te mets à parler avec des gens qui, par exemple, le conjoint est décédé par accident, c'était totalement imprévu, puis justement, le bénéficiaire n'était pas nécessairement réglé, tout ça. Mm-hmm. Des histoires d'horreur, là. Oui. La personne est pognée avec ça, puis... C'est à prévoir. Puis une situation qu'on voit souvent, après les séparations, on achète une maison à deux, on se prend une assurance vie au personnel, fait qu'on se met mutuellement responsable, dans le fond, bénéficiaire de l'assurance de la vie de l'autre. Mais s'il y a une séparation, regarde, ça arrive qu'on se sépare en bon terme, mais des fois, on se sépare en mauvais terme. Puis notre priorité, c'est qu'on veut retirer le bénéficiaire de notre ex-conjoint. On veut pas que ce soit lui qui ait l'argent, puis on met les enfants. Si les enfants sont mineurs, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Au Québec, dans le fond, si j'ai inscrit sur une police d'assurance mes enfants, il marque souvent en bas, on a le choix de nommer un fiduciaire. Le fiduciaire, c'est la personne, dans le fond, qui va gérer l'argent tant aussi longtemps que les enfants ne seront pas majeurs. Mais sachez qu'au Québec, ça, même si tu es inscrit sur la police d'assurance, c'est pas en vigueur, ça fonctionne pas. Ah oui? Non. Automatiquement, ça va être, dans le fond, l'ex-conjoint, le père des enfants, ou la mère des enfants, qui va être celle qui va l'administrer. Automatiquement? Automatiquement, sauf si je le mentionne dans mon testament. OK. D'accord? Fait que c'est important quand je dis qu'il y a une liaison entre les deux. C'est important de le faire. Puis si je prends une assurance vie,
au personnel toujours, parce qu'il y a 1001 avantages, mais je le prends pour couvrir, par exemple, mon hypothèque. Bien, la personne que je nomme comme bénéficiaire, il faut qu'elle soit au courant aussi de c'est quoi l'intention de. Oui, il va te tomber un 300 000 dans les mains, mais ce 300 000-là, j'aimerais ça que, regarde, il y a une partie qui soit payée pour payer la maison. L'autre partie, j'aimerais que mes enfants en aient tant à partir de 18, 21, 25 ans. On peut le déterminer comme on veut, mais sur un testament qui soit holographe, fait que fait à la main ou notarié. C'est sûr et certain que le faire notarié, oui, il y a un coût de plus, mais il y a un professionnel qui t'aide et qui prend des décisions avec toi, qui t'éclaire là-dedans. Fait que c'est souvent, oui, ça peut coûter cher, mais ça coûte encore bien plus cher le faire sans. Oui, absolument. Puis comme je te disais, moi, j'ai entendu des histoires là, malheureusement de conjoints qui s'est décédé dans un accident. Puis l'argent là, est gelé longtemps. Là. Et la personne a quand même des obligations à régler là. Oui. Puis c'est vraiment pas évident d'être, excuse-moi le terme, d'être pogné après ça, à tout régler. Quand l'autre côté, c'est gelé parce qu'il y a pas nécessairement eu de testament ou bien qu'il y a une erreur dedans. Là. Oui, puis en général, on va avoir quelques montants d'assurance. On n'aura pas juste un contrat. On va en avoir quelques-uns. Puis souvent, justement, les bénéficiaires ne seront pas nécessairement les mêmes. Ben, on en veut pourquoi de l'assurance? On en veut souvent une partie pour payer les derniers frais. Donc, si on décède, les coûts de l'enterrement. On en veut une aussi qui va couvrir nos dettes. Oui. D'accord? Fait que c'est important que chaque bénéficiaire soit au courant de la fonction de l'argent qui va rentrer dans les mains. Puis comme ça évolue avec la vie, ben c'est important de faire des rappels puis d'avertir, OK, regarde, j'ai tel contrat d'assurance, tel numéro de contrat, mes polices sont à tel endroit, c'est toi qui es bénéficiaire. Voici ce que je m'attends qui arrive dans le cas de mon décès. Puis à chaque fois qu'il y a une mise à jour, qu'il y a un changement, par exemple, ça arrive que des parents payent une police d'assurance à leurs enfants puis qu'ils en restent titulaires longtemps. Fait que c'est normal que c'est eux autres qui la payent, c'est eux les bénéficiaires. Mais un jour, il faut changer ça. Faut le savoir que si la vie suit son cours normal, ben les enfants vont survivre aux parents. Fait qu'éventuellement, qui je vais mettre comme propriétaire remplaçant? Puis aussi que ce nouveau propriétaire-là, il va nommer des nouveaux bénéficiaires. Mettons que je vais voir chez vous, chez votre équipe, des bons conseils. Je dis, regarde, Bernard, je viens d'acheter une maison, ça me prend des assurances pour couvrir ça si jamais je décède et tout ça. Je viens d'acheter ça avec ma blonde, puis j'ai besoin que tu me sortes un produit. Fait que là, tu vas m'aider à trouver ces assurances-là, me trouver la bonne chose pour ce que j'ai besoin. Mais dans 1 an et demi, je te dis, finalement, ça marche plus, là, elle s'en va, mais je vais garder la maison, il faudrait modifier des trucs. Je vous appelle, puis je dis, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, puis on fait penser à des trucs. OK, tu peux mettre tes parents, tu peux mettre un frère, une sœur. Est-ce que une partie de cet argent-là servait à ce qu'on appelle la période à charge, à prendre soin des enfants et garder le rythme familial similaire? Mais dans ces cas-là, on va conseiller souvent de garder quand même l'ex, parce qu'elle va rester la mère de tes enfants toute ta vie. Oui, c'est ça. Donc, même si, oui, il n'y a plus d'amour, pas là, il peut y avoir même des conflits, ça peut être encore quand même une bonne décision, mais rendu là, on en discute. C'est important, je pense, d'avoir la bonne information et de prendre les bonnes décisions. Oui, puis une des choses qui est importante aussi, il y a une partie insaisissable. Fait que ça, sur les montants d'assurance vie, on le sait, c'est versé directement dans les mains clair net d'impôts. Ouais. Mais pour des investissements aussi, il y a des bénéficiaires quand les investissements sont placés dans des compagnies d'assurance qui sont en sorte comme des banques. Fait que ça peut être un côté très intéressant parce que au décès, ça ne veut pas dire que chaque enfant, même si on les aime égales, ça ne veut pas dire qu'on va verser nécessairement le même montant d'argent. Il y en a un, peut-être que de son vivant, a été beaucoup plus demandant, qui a fait plus d'études, a eu des problèmes, qu'on a avancé plus d'argent. Puis de savoir que devant le notaire, que tu n'as pas le même montant que tes frères et sœurs, ça peut mettre la chicane. Mais un bénéficiaire, c'est une bonne manière discrète d'envoyer les montants directement sans que les autres soient au courant des montants qui ont été versés. Okay, donc, une belle manière de faire un don puis d'avoir bonne conscience qu'on ne mettra pas le trouble dans la famille. C'est ça. Si les gens veulent avoir des conseils à ce niveau-là ou pour n'importe quoi d'autre chez vous, desbonsconseils.com, tout est là. Hein? Totalement. Poser des questions, des fois, juste avoir un deuxième avis important. Puis on est là pour ça. Des fois, on a peur de déranger. On va, j'ai déjà une assurance à quelque part, mais peut-être qu'il y aurait l'information, mais vous êtes là pour ça aussi. Hein? Exactement. Puis à chaque fois, on ressort un peu tout, puis on refait un check-up général parce qu'on peut pas bien conseiller si on n'a pas toutes les informations. Donc, prendre le temps de le faire
occasionnels. Bernard Paquette, toujours fort intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci et bonne semaine. Merci à toi aussi. Salut. Allez visiter le site de l'équipe des bons conseils. Facile, c'est desbonsconseils.com. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.